Il existe des journées qui semblent de se dérouler en dehors du temps, comme si l'histoire décidait soudain de retenir son souffle. Le matin des funérailles de Bébert, figure emblématique du groupe Les Forbins et voix qui a bercé plus de 4 décennies de culture populaire française, fut l'une de ces journées suspendues. Dès l'aube, un silence inhabituel enveloppait les rues de Villeneuve-le-Roi, la commune où le chanteur avait choisi de vivre ses dernières années loin des projecteurs. Ce silence, cependant, n'était pas vide. Il portait le poids d'une émotion collective, presque palpable, qui se lisait dans chaque visage, dans chaque geste, dans chaque souffle des centaines de personnes venues lui rendre hommage. Les premiers arrivants étaient là bien avant les caméras. Des fans de la première heure, reconnaissables à leurs vieux vinyles serrés contre la poitrine, comme des reliques précieuses. Certains avaient parcouru des centaines de kilomètres, d'autres étaient venus en convoi, reprenant en chœur les refrains qui avaient accompagné leur jeunesse. Chante, lève-toi, les Forbans sont dans la place. Mais ce jour-là, personne ne chantait. Les regards étaient abaissés, les pas mesurés, comme si chacun avait peur de perturber la solennité de l'instant. Ce qui frappa immédiatement les journalistes présents, dont moi, fut l'ampleur de la foule. Les autorités avaient initialement prévu un dispositif modeste, imaginant un hommage essentiellement local. Mais très vite, la réalité les dépassa. Des groupes entiers affluaient, des familles en complète, des retraités qui avaient dansé sur les tubes des années 80. Des jeunes découvrant les Forbans à travers les playlists vintage de leurs parents, des curieux attirés par le tumulte médiatique et naturellement, beaucoup de visages connus. Les rues adjacentes furent fermées. La mairie dut installer un système de diffusion extérieure pour permettre aux milliers de personnes massées sur la place d'entendre la cérémonie. Jamais depuis longtemps, un artiste populaire de cette génération n'avait suscité un tel rassemblement spontané, quasi instinctif. C'était comme si le pays entier avait compris que la disparition de Bébert marquait la fin d'un chapitre du patrimoine musical français. Au premier rang, les caméras capturèrent des silhouettes familières. Chanteurs, comédiens, producteurs, animateurs télé, anciens compagnons de scène et même quelques figures politiques. Tous étaient venus saluer l'homme derrière la légende, celui qui, malgré le succès fulgurant des Forbans, était resté fidèle à lui-même, authentique, simple, profondément humain. Des larmes discrètes coulèrent sur certaines joues connues du public. Des accolades silencieuses s'échangeaient entre collègues d'autrefois, comme un rappel que la disparition d'un artiste n'est pas seulement la perte d'une voix, mais souvent la perte d'un ami, d'un frère de route, d'un témoin d'époque. À 10h32, les cloches de l'église se mirent à sonner. La foule s'immobilisa, un murmure passa comme une vague, puis le silence revint, dense, profond. Le cercueil apparut, porté par si proche de Bébert. Ce qui surprit et toucha, chacun de nous fut sa simplicité. Pas d'ornements dorés, pas de symboles ostentatoires, le bois clair, brut, portait une gravure minuscule, à jamais dans nos cœurs, c'était tout. Ce choix reflétait parfaitement l'homme qu'avait été Bébert. Malgré la notoriété, il n'avait jamais revendiqué une quelconque grandeur artificielle. Il se disait volontiers, enfant de la rue, amoureux de la musique avant tout. Cette simplicité devint, en ce matin de deuil, un message silencieux adressé à tous ceux qui l'avaient aimé. Je pars comme j'ai vécu, avec humilité. Lorsque les premiers accords de chant résonnèrent à l'intérieur de l'église, un frisson parcourut toute la nef. Les voix des choristes, arrangées spécialement pour la cérémonie, offrirent à ce tube festif une profondeur nouvelle, presque religieuse. Beaucoup pleuraient, car entendre cette chanson, symbole de joie et de fête, se transformer en un hymne funéraire soulignait encore davantage l'absence de celui qui l'avait incarné. Un musicien des Forbans, visiblement bouleversé, prit ensuite la parole. Sa voix tremblait lorsqu'il évoqua leur début, les petites salles, les nuits de répétition, l'insouciance d'une époque où rien ne semblait impossible. Bébert, dit-il, était un frère, celui qui rallumait la lumière quand tout s'assombrissait. Ces mots résonnèrent dans un silence presque sacré. Puis vint le moment le plus redouté par tous, la prise de parole de la famille. La veuve de Bébert, vêtue de noir et soutenue par ses 2 enfants, s'avança lentement jusqu'au pupitre. Beaucoup détournèrent le regard par respect ou pour contenir leur propre émotion. Lorsqu'elle parla, sa voix était douce mais ferme. « Vous connaissiez l'artiste, permettez-moi aujourd'hui de vous parler de l'homme. » Elle évoqua son humour irrésistible, sa générosité discrète, son sens de la famille et son amour incurable pour la musique. Elle décrivit les années de maladie avec une pudeur admirable, insistant sur la force morale de Bébert, même dans la souffrance, sur sa volonté de rester digne et lucide jusqu'au bout. Juste avant de conclure, elle sortit de son sac une enveloppe légèrement jaunie. « Ceci, dit-elle, est la dernière lettre de Bébert. Il a voulu qu'elle soit lue aujourd'hui, devant vous tous. » Un frisson parcourut la salle. Jusqu'à cet instant, le cérémonial, bien que chargé d'émotion, suivait le cadre attendu d'une cérémonie d'adieu. Mais l'annonce de cette lettre, cette fameuse dernière volonté,
allait soudain donner une dimension totalement inattendue à l'hommage. On ne savait rien de cette lettre, pas même les membres de sa famille élargie. Les proches se regardaient, surpris, les producteurs nerveux se penchèrent les uns vers les autres. Les journalistes vérifiaient nerveusement leur matériel. La tension monta d'un cran, presque palpable. La veuve inspira profondément, déplia lentement la feuille, puis lut les premiers mots. « Si vous entendez cette lettre, c'est que je suis parti. Mais avant de quitter cette scène qu'on appelle la vie, je vous dois une vérité. » Un souffle passa dans l'église. Et ce fut à cet instant précis que tout bascula. Car la révélation contenue dans cette lettre, dont seuls les premiers mots furent lus, avant que la cérémonie ne soit brièvement interrompue, allait provoquer une onde de choc national, ravivant des souvenirs, soulevant des questions, mais surtout dévoilant un secret que personne n'aurait imaginé. Un secret qui, selon ceux qui ont entendu la suite, changeait tout. Ce moment suspendu, dramatique, imprégné d'un mélange de stupeur et de gravité, marqua la fin du premier chapitre de cette cérémonie et le début d'un mystère qui continue encore aujourd'hui d'alimenter débats, spéculations et controverses. Et c'est précisément à partir de cet instant, lorsque la lettre de Bébert est apparue comme un geste testamentaire d'une puissance rare, que commence réellement l'histoire de ce qui allait devenir le choc posthume le plus inattendu du monde du spectacle français. L'église entière semblait retenir son souffle lorsque la veuve de Bébert déplia la feuille jaunie contenant les dernières volontés du chanteur. Le bruissement du papier dans le silence total résonna comme un coup de tonnerre symbolique. Chacun savait instinctivement que ce qui allait être révélé n'était pas une simple déclaration d'adieu. On sentait dans l'attitude de la famille, dans les visages fermés des proches, dans l'inquiétude palpable des anciens membres du groupe, qu'il s'agissait d'un texte lourd, chargé d'intimité, peut-être de vérité depuis trop longtemps retenue. Les mots écrits de la main d'un homme mourant, surtout lorsqu'il s'agit d'une figure autant aimée que Bébert des Forbans, possèdent une puissance particulière. Ce ne sont plus des paroles spontanées, influencées par le tumulte de la vie quotidienne. Ce sont des pensées pesées, choisies, gravées dans la conscience avec l'intention claire de laisser une trace. Et dans ce cas précis, une trace bouleversante. La veuve, d'une voix tremblante mais maîtrisée, reprit la lecture. « Je ne veux pas que mon départ soit entouré de faux semblants. Toute ma vie, j'ai chanté la fête, la joie, l'insouciance. Mais derrière la lumière, il y a eu des ombres. Et parfois, elles ont été si lourdes que je n'ai jamais su comment les affronter sans trahir ceux que j'aimais. » Ces premières lignes déclenchèrent une vague de murmures dans la nef. Tous ceux qui avaient connu Bébert savaient combien il détestait se plaindre ou se montrer vulnérable. Même pendant les périodes difficiles, notamment la maladie, il avait toujours gardé un humour désarmant. L'entendre se révéler ainsi, à travers la voix de sa femme, était presque irréel. J'ai pris des décisions qui ont protégé, mais j'ai aussi gardé le silence là où j'aurais dû parler. Je n'ai pas toujours été le mari parfait, ni le père idéal, ni même l'ami irréprochable. Ces mots créèrent un choc. Plusieurs proches baissèrent les yeux. Certains semblaient même bouleversés, comme s'ils comprenaient soudain que cette lettre allait raviver des souvenirs longtemps enterrés. Puis vint la phrase qui fit vaciller la famille et tétanisa la foule. Avant de partir, je dois vous parler de mon autre enfant. Un frisson parcourut immédiatement toute l'assistance. La veuve de Bébert se figea, inspira profondément, puis reprit « Pendant plus de 30 ans, j'ai porté le poids d'un secret. J'ai un enfant que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas. Cet enfant a grandi loin de la lumière parce que j'ai choisi de le protéger, mais en le protégeant, je l'ai aussi privé de son histoire, de son nom, de moi. » Plusieurs voix étranglées s'élevèrent de parmi les invités. Un homme à l'arrière chancela légèrement. Des membres des Forbans échangèrent des regards abasourdis. L'annonce était gigantesque. Bébert, idole nationale, symbole de fidélité et de simplicité, avait vécu avec un secret intime que même ses amis les plus proches ignoraient. La veuve continua. « Je ne demande pas pardon. Je demande seulement que cet enfant soit reconnu pour ce qu'il est. Une partie de moi. Une partie de mon cœur que je n'ai pas eu la force d'assumer publiquement. » À cet instant précis, un homme au premier rang se leva brusquement. Visiblement bouleversé, il demanda d'une voix forte « Madame, est-ce vraiment nécessaire aujourd'hui ?» Le prêtre tenta d'intervenir, mais l'homme insista. « Ce n'est pas le moment pour ça. » Sa réaction jeta un froid glacial dans l'église. On comprit immédiatement qu'il savait quelque chose, peut-être même tout. Le visage de la veuve se décomposa, mais elle ne recula pas. Elle serra le micro, trembla légèrement, mais répondit avec une dignité poignante « C'est la volonté de mon mari, et je la respecterai. » Le silence revint, encore plus pesant qu'avant. La suite de la lettre, le prénom enfin révélé, « Mon enfant s'appelle A ». La suite fut soudain couverte par un cri venu du fond de l'église. Une femme s'évanouit. Plusieurs personnes se précipitèrent pour l'aider. L'émotion était telle que le prêtre décida de suspendre momentanément la lecture.
Pendant 5 longues minutes, l'église fut plongée dans un chaos silencieux. Des sanglots étouffés, des chuchotements pressés, des regards incrédules qui se croisaient. La tension était palpable, presque insoutenable. Lorsque la cérémonie reprit, la veuve releva les yeux vers la feuille. À cet instant, elle prit une décision qui allait déchaîner une tempête médiatique phénoménale. Elle replia la lettre et annonça, devant la stupeur générale, « La suite sera révélée conformément aux instructions de Bébert, mais pas ici, pas maintenant. » Il a expliqué dans son testament comment et quand le reste de ces mots devront être rendus publics. Une rumeur forte éclata dans la foule, des journalistes tentèrent de s'avancer, les proches protestaient, certains criaient même au scandale, accusant la famille de manipuler la mémoire du chanteur. Une certitude s'imposait. Cette lettre comportait un secret bien plus grand que ce qui avait déjà été dévoilé. Après l'interruption de la lecture, les caméras capturèrent des visages déformés par l'émotion. Certains proches refusèrent de commenter. D'autres, sous le choc, murmuraient qu'ils avaient qu'ils cachaient quelque chose, mais jamais ça. Les médias, eux, s'emparèrent instantanément de l'affaire. En moins d'1 heure, les réseaux sociaux explosaient. Certains se demandaient si cet enfant caché était une rumeur ancienne devenue réalité. D'autres imaginaient un scandale familial. D'autres encore parlaient d'un enfant non reconnu, abandonné, ou même d'un acte héroïque caché. Mais la lettre contenait plus que la révélation d'un enfant secret. On le comprit lorsque la veuve annonça officiellement que le document serait publié, partiellement selon un protocole très précis. La lettre ne serait ouverte dans son intégralité qu'en présence de 2 notaires, d'un représentant de la presse et d'une personne désignée par Bébert lui-même. Ce détail, étonnant et soigneusement planifié, indiquait que la lettre n'était pas seulement une confession intime. C'était un message construit, réfléchi, destiné à être rendu public, mais à un moment choisi. Les questions qui enflammaient l'opinion, dès la fin de la cérémonie, la question qui brûlait toutes les lèvres était la même. Qui est l'enfant caché de Bébert des Forbans ? Pourquoi ce secret avait-il été tu pendant plus de 30 ans ? Pourquoi Bébert avait-il programmé la divulgation progressive de son propre testament moral ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Les spéculations devinrent incontrôlables. Des noms circulaient, des journalistes fouillaient dans les archives. Des anciens amis affirmaient connaître des choses, mais refusaient d'en dire plus. Un élément en particulier troubla tout le monde. La personne désignée par Bébert pour assister à l'ouverture complète de la lettre. Une personne dont le nom n'apparaissait sur aucun document public, dont la famille ignorait l'identité et qui semblait avoir un lien essentiel avec le secret. Certains témoins qui avaient entendu les premières lignes rapportèrent un passage qui glaça le sang. « Ce que vous apprendrez ne sera pas facile à accepter, mais il est temps que la vérité me survive. » Cette phrase, lourde d'une intensité presque dramatique, laissait entendre que les révélations allaient au-delà d'un simple enfant secret. Peut-être touchait-elle à un événement passé, ou à une faute, ou à une souffrance inconnue, ou, selon certaines hypothèses, à une injustice dont Bébert aurait été le témoin, voire la victime. Une disparition qui transforme un homme en légende. En sortant de l'église, les fans ne parlaient presque plus de la cérémonie. Tous étaient obsédés par la lettre, par ce qui restait à lire. Parce que Bébert avait voulu transmettre au monde, à ses proches, à ses enfants. Par ce besoin urgent qu'il avait eu, au seuil de la mort, de dévoiler une vérité enfouie depuis 3 décennies. Pour beaucoup, Bébert venait de franchir, en mourant, la frontière entre l'artiste populaire et la figure tragique, entre la star des années 80 et le personnage romanesque, entre l'homme et le mythe, car seuls les mythes laissent derrière eux des mystères aussi profonds. 3 jours après les funérailles bouleversantes de Bébert des Forbans, la France était encore suspendue à une question obsédante. Que contient réellement la lettre laissée par le chanteur ? Les extraits lus à l'église avaient suffi je faire Bung Nolan, Song Kam, Ksuk, Nungshin, Viekla, Thubigap, Leivao Futkua Moakien du Luan, Ban Loan Onbao Jioet. Les réseaux sociaux, les émissions télé, les journaux, tous ne parlaient que de cela. L'enfant caché. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Personne, à ce moment-là, n'imaginait l'ampleur réelle Kwanong Tiet Losap Djok Kongbo. Conformément aux instructions inscrites dans le testament légal de Bébert, l'ouverture intégrale de la lettre devait se faire dans un cadre strict en présence de 2 notaires officiels, d'un journaliste indépendant choisi par la famille, d'un membre des Forbans et d'une personne désignée par Bébert lui-même dont l'identité n'avait pas encore été révélée. La réunion eut lieu dans une petite salle de l'étude notariale, lambrissée et silencieuse, où l'on sentait le parfum du bois ciré et du poids de l'histoire. Les volets étaient entr'ouverts, laissant passer une lumière douce, presque symbolique. Le journaliste, un professionnel réputé pour son intégrité, avait reçu un message explicite de la famille. « Vous serez témoin, pas commentateur,
Tout indiquait que la vérité serait lourde, profonde, peut-être même déstabilisante. À 14h07, la porte s'ouvrit, et la fameuse personne désignée entra. Ce fut un choc. Ce n'était ni un membre de la famille, ni un artiste, ni un proche connu du public. C'était une femme d'environ 35 ans, au visage marqué par l'émotion, accompagnée d'un avocat. Elle tremblait. Ses yeux étaient rougis, et tout dans son attitude indiquait qu'elle ne désirait pas être là, mais qu'elle y était obligée. Lorsque le notaire lui demanda de décliner son identité, sa voix se brisa légèrement. « Je m'appelle Amélie M ». Le journaliste eut un frisson. Les forêts de microphones imaginaires se dressèrent autour du nom. Car ce nom, bien qu'inconnu du grand public, revenait déjà dans les spéculations les plus folles. La veuve de Bébert, présente à titre moral, détourna le regard. L'un des enfants légitimes s'effondra en sanglots silencieux. Il n'y avait plus de doute, Amélie M était l'enfant caché. Mais pas seulement. Pas du tout. Le notaire coupa soigneusement l'enveloppe, en sortit 3 pages manuscrites et commença la lecture. La pièce entière sembla se figer. À vous qui lirez ceci, je ne suis plus là pour répondre aux questions, mais je suis là pour dire la vérité. Toute ma vie, j'ai protégé un secret parce que j'avais peur de blesser, peur de perdre, peur de tout détruire. Mais en partant, je ne veux pas laisser un mensonge derrière moi. Le silence devint presque oppressant. Le secret était plus grave, plus profond, plus humain. Amélie n'est pas seulement mon enfant. Amélie est l'enfant de ma plus grande faute et de mon plus grand amour interdit. Les notaires se regardèrent. La veuve serra les poings. Un membre des Forbins éclata en larmes. La lettre poursuit. Amélie est née de ma relation avec une femme que j'aimais, mais que je n'avais pas le droit d'aimer. Elle n'était pas libre. Et moi non plus. Nous avons essayé de garder nos distances, mais l'amour était là, jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Le ton n'était pas celui d'un scandale vulgaire. C'était une confession déchirante, celle d'un homme confronté à sa propre faiblesse, tourmenté par la culpabilité. Je voulais reconnaître Amélie. Je voulais briser le silence. Mais sa mère m'en a empêché. Elle m'a supplié. Elle m'a dit que ce serait la fin de tout. Sa famille, la mienne, nos carrières. Le mot « carrière » soulève immédiatement une question. Qui est cette femme? Est-elle célèbre? Est-elle encore en vie? Le notaire poursuivit sa lecture. La mère d'Amélie est décédée quand elle avait 2 ans, dans un accident. Et ce jour-là, j'ai compris que je devrais devenir son père dans l'ombre. Que je devrais l'aimer sans jamais la prendre dans mes bras en public. Les larmes d'Amélie se mirent à couler silencieusement. Je l'ai vue grandir de loin. J'ai financé ses études, anonymement. Je me suis occupé d'elle du mieux que j'ai pu. Mais je n'ai jamais pu lui dire la vérité. Sa famille d'accueil lui a offert un foyer. Je ne pouvais lui offrir que mes chansons et ma présence invisible. La 3e page de la lettre contient le passage le plus déchirant. Aujourd'hui, je te reconnais, Amélie. Avant la France, avant les fans, avant ta famille, avant Dieu, tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Et je veux que le monde entier le sache. Puis, à mes enfants légitimes, je vous demande de l'accueillir. Elle ne remplace personne. Elle me complète. Enfin, mon héritage matériel sera divisé en 3 parts. Mon héritage moral vous appartient à tous. N'ayez pas honte de moi. Je ne veux plus que vous viviez dans le silence ou la peur. La vérité me survivra. À peine le protocole terminé, une nouvelle fuite éclata. Les chaînes d'information cessèrent leur diffusion. Les stations de radio lancèrent des éditions spéciales. Les réseaux sociaux. Les réactions furent diverses. Les fans exprimèrent leur soutien enthousiaste à Amélie, les critiques parlèrent de scandale, les psychologues analysèrent l'angoisse d'un père privé d'amour, les avocats se disputèrent le partage de l'héritage, les chroniqueurs mondains spéculèrent sur l'identité de la mère biologique. Mais une chose devint claire, la France venait de découvrir une autre facette de Bébert, un homme faillible, mais aussi profondément humain. Sous la pression des médias, Amélie accepta de s'exprimer publiquement. Elle se présenta devant les journalistes, le visage grave mais digne. Et dans un silence respectueux, elle déclara simplement « Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais juste connaître la vérité. Aujourd'hui je sais. Et je pardonne à mon père. » Cette déclaration provoqua une vague d'émotion à travers le pays. Rétrospectivement, l'incident était bien plus qu'un simple scandale familial ou une révélation choquante. Il devint un message. Le message d'un homme qui, dans sa dernière lettre, voulait dire qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, qu'un père peut aimer même en silence, que la célébrité ne protège personne des erreurs du cœur, et que la vérité, au final, est le plus beau cadeau de la vie. Les funérailles marquèrent la fin d'une époque, mais la lettre ouvrit un nouveau chapitre. Bébert des Forbans n'était plus seulement un chanteur célèbre des années 80. Par la puissance de son ultime interprétation, il est devenu une figure tragique. Un homme qui a aimé trop intensément, trop secrètement, trop longtemps. Son héritage musical perdure. Mais une autre histoire se dévoile. Celle d'un père brisé par le silence, celle d'une fille dépouillée de son identité, et celle d'une vérité que seule la mort peut révéler.
Bébert a quitté la scène. Mais son ultime interprétation restera gravée dans l'histoire comme l'un des adieux les plus émouvants jamais donnés par un artiste français.